عليك راك خويا تبخلك يا لا لا 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 ولد الخلال ربي يخليك ربي يخليك وزاه مازال في لاكريي مازال eh ben on viendra à la criée mais à tout à l'heure Je suis humoriste algérien. Oui. Oui, mais c'est bien, je vous en prie, vous êtes comme chez vous. Merci beaucoup. Excusez-moi. J'attendais impatiemment qu'il vienne nous voir à Marseille parce que j'entendais, j'ai vu un petit peu des articles sur lui, je l'ai vu aussi sur la parabole et c'est tant mieux que, bon, qu'il y ait des gens comme ça. Parce que nous, on est de ce côté, on est de l'autre côté de la Méditerranée et on a mal. Je ne sais pas pourquoi, chez nous en Algérie, aucune mayonnaise ne prend. Rien ne marche, rien ne tient, rien ne dure. Tout coule. Je ne savais pas qu'il allait se moquer autant que ça. Pour moi, ça m'a fait rire, c'est vrai, mais... Il nous a fait rire, mais il nous a quand même touché un peu dans notre... Qui dit l'Algérien, il est... Et je sais pas moi, il est comme ça, il se lève le matin, au lieu d'aller travailler, il n'a pas envie de travailler, ben il va rester au lit. Il est comme ça, l'Algérien. Mais qui parle de l'Algérie sale, c'est-à-dire sale, c'est... Parce qu'il t'a touché dans ton orgueil, tout simplement, voilà. On est là, on fait couler la France, on coule l'Algérie, c'est-à-dire un Algérien, son rôle, c'est de jouer à couler le monde, quoi. On va couler la France. On va ramener tout notre savoir-vivre, notre savoir-faire. La haute technicité. Le désert clé en main. On va s'intégrer par la désertification. Déjà, nous les Arabes, on n'aime pas les arbres. Ça nous empêche de voir les voisins quand on veut discuter de loin. Et même les nuages, ils ne nous aiment pas. Ils pleurent rarement chez nous. À ce moment-là, quand on sera tous ici en France, les nuages ils vont passer au-dessus. Et juste au moment où ils vont lâcher la pluie, ils regardent en bas. Des Arabes. Et les nuages vont passer. Vous. Et ici en France, ce sera le désert. Le désert. De Tamanrasset jusqu'à Dunkerque, l'ergue centrale, l'ergue orientale. Et à ce moment-là, de temps en temps, vous allez voir, comme ça, par hasard, Maurice, sur son chameau, il vient de l'oasis de Sidina Carpentras et il va faire son souk à Ouled Sidi Avignon. Salam alaikum Bernard. Les Kabyles, ils vont envahir la Bretagne. Chez leurs cousins bretons, là-bas, c'est la famille, il n'y a pas de problème. Les Oranais, ils vont occuper la Bourgogne. Ils aiment bien le pécho. La Tour Eiffel à Paris. Ça va devenir un HLM. 7200 Algériens vont habiter dedans. Il y aura la tôle, les cartons, ça va devenir un bidonville. Ya Mohamed, 14 baguettes, hein, tu montes 14 baguettes. Mohamed, arwah. Dans la poubelle, j'ai la poubelle. Ah, la poubelle. Il y a des touristes japonais en bas. Ah, et la Seine, ça va devenir un oued. Oued al-Harrach. Ça va être tellement dégueulasse, tu pourras marcher sur l'eau. Ce sera la promenade des Arabes. Salam alaikum, ça va. Et 5 fois par jour, là-haut sur la Tour Eiffel. Allahu Akbar Allah.
Je viens d'une petite montagne, de Kabylie, Ndao. J'ai passé 7-8 ans dans les montagnes sans savoir qu'il y avait autre chose que ça. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait que cet endroit-là, c'était le monde, c'était l'univers. Il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de... Je ne savais même pas que ça pouvait exister, je ne savais pas que d'autres personnes pouvaient exister. On était sur une montagne, il y a la mer, et de là-haut, on voit une petite route. Et dans les années 50, il y avait une voiture, tous les 3 jours, qui passait comme ça, sur la plaine. Et donc, moi, je pensais que l'horizon vers la mer et l'horizon des montagnes, c'était uniquement ça, le monde. Et qu'il n'y avait au monde que moi, mon village, les gens de mon village, le village à côté, les chèvres, les lapins, les ânes. Moi, je suis née à Oran. Je suis née en France, j'avais 1 an et demi. Papa est venu d'abord. Et ensuite, maman l'a rejoint avec moi, mon frère. Puis après, ma 3e sœur est née ici. Elle est née à Grenoble. Maman a divorcé avec papa, j'avais 12 ans. Suite à laquelle, après, on a été placés dans un foyer. Puis j'oublierai jamais le nom parce que c'était le foyer de l'Oiseau Bleu à Grenoble. Là, on est resté 7 mois dans ce foyer. Et là, je crois moi, mon frère et ma soeur ont commencé à vivre parce qu'il y avait tout un encadrement, assistante sociale, éducateur, etc. On faisait les fêtes de Noël, on faisait la crèche, on faisait... Et après, donc, maman a été prise en main donc, par assistante sociale. Elle lui a dit, mais mon Dieu, ça fait depuis 1970 que vous êtes en France, vous n'avez toujours pas de papier, etc. Alors que vous travaillez. Donc, elle nous a trouvé un appartement dans une cité, la cité Tesser. Moi, je suis née ici. Je suis née à l'Estac. À l'Estac, il y a une petite clinique, une petite maternité. Et je suis née là, dans la petite maternité. Et c'est vrai que, j'ai dit, quand on a vu Félag, mais plus tard, ça nous a rappelé la rue Pasteur. Hein, parce qu'à la rue Pasteur, on vivait comme ça. Hein. C'était le bidonville. Hein. Maman, je veux dire de juste un truc à Albert. Hein. Ouais, tu reviens vite, hein? Ouais. D'accord. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ouais. Donc, toi, enfant, tu as vécu dans le bidonville. Eh ouais. On allait... une misère, pas de WC... Pas de WC à la chasse, je sais pas, c'est la misère. Hein. Mais malgré ça, on a vécu une bonne enfance, c'est vrai, hein, parce que des fois quand on se retrouve avec des copines qu'on n'a pas vues, tu te rappelles, quand on faisait les poubelles, parce qu'on faisait les poubelles, à l'époque on n'avait pas de jouets, on n'avait rien, on faisait les poubelles. Mais moi, jusqu'à présent, quand je vois une poubelle, je ne peux pas m'empêcher de jeter un œil dans la poubelle, parce qu'on a tellement eu de mal, alors surtout quand c'était l'approche de Noël, oh là là. Alors là, c'était la bagarre pour aller fouiller les poubelles et tout, c'était super. Quand j'avais 4 ans, on nous disait qu'il y avait un bataillon de Français qui avait monté dans le village pour enlever les armes, les fusils de chasse à tous les habitants du village. Et donc on attendait que les Français montent, et c'était en fait un bataillon de tirailleurs sénégalais. Et quand on a vu qu'ils étaient africains, quoi, noirs de peau, dans ma tête, moi j'ai mis des années avant de m'en défaire. J'ai pensé que les Français étaient noirs de peau. Et quand je suis arrivé à Alger, les gens comme disaient que c'était les Français, comme les professeurs, enfin les enseignants, les Français qui envoyaient à Alger, pour moi c'était eux les Arabes. C'est-à-dire les Africains c'était les Français et les Arabes c'était eux. Enfin, c'était un mélange incroyable. Et si ça continue comme ça, il n'en restera plus un seul Algérien en Algérie. Ils seront tous en France. 30 millions d'Algériens en France. Vous allez gagner au loto. Alors les Français, pour un peu les supporter, déjà un Algérien, c'est le seuil de tolérance. Mais 30 millions, ouais, yeah. Les gremlins. Alors les Français, vous devez tous quitter le pays, partir d'ici, changer de pays, parce que nous, pour nous sortir, tu attrapes un Oranais, tu le tires et l'emmènes la Bourgogne avec lui. Et les Français, tout d'un coup, vont regarder vers le sud de la planète. Et
Il y a un pays juste en bas. Il est immense, il est vide, et en plus on le connaît. Pas de problème d'adaptation. Et hop, 60 millions de Français vont tous aller en Algérie. Et pendant que nous, on continue à couler la France, eux, ils vont développer l'Algérie. Et comment ils ont fait? Pourtant, on a essayé, nous. Et c'est vrai, nous, on n'a pas de chance. Et hop, les boat people vers l'Algérie. Les boat people, on avance, hop. Aïe, 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 aïe. Retour aux sources, Bladini Makoum, on vous lâche pas. On vous aime. Là où vous irez, on zirera. Tout le monde connaît le rapport qu'il y a entre l'Algérie et la France, les rapports d'amour et de rejet, d'attirance et de méfiance depuis 40 ans. Même si on s'aime, on ne se le dit pas, même si on s'admire, mais on se rejette. Nous sommes liés. Même si vous croyez que vous n'êtes pas liés à nous, nous on est sûr qu'on est liés à vous. Les Algériens ont fait une révolte en 54-62. Ils ont fait une révolte pour avoir leurs droits, pour avoir une partie des biens. L'administration coloniale n'a jamais accepté de donner un bout de... C'est pour ça que je dis, si vous avez été gentil un peu, un bout des richesses, du bien. D'abord, il y a eu l'expropriation générale des terres. Il y a eu une destruction totale du système social algérien qui, pour aujourd'hui, a une grande part de responsabilité dans le problème identitaire en Algérie. Les Portugais sont venus, on les a sortis. Les Espagnols sont venus, on les a sortis. Les Anglais, ils allaient venir. Ah, ils ne sont pas venus. Les Turcs sont venus, on les a sortis. Les Français sont venus, on les a sortis. Bon, on s'excuse, hein. Vous avez exagéré avec nous, c'est trop bizarre. Si vous avez été gentil juste un peu, il y avait de la place pour tout le monde. Ah oui, on s'excuse, parce que d'abord, je m'excuse parce que je suis sur un plateau de théâtre français. La France est à un certain niveau, est une terre d'accueil. La preuve, c'est que je suis là, sur un port français, de Marseille, avec la mer Méditerranée française, comme des centaines de milliers d'autres Algériens. J'étais adorée par mes professeurs. J'avais un besoin de communiquer. Et ça, mes professeurs l'entendaient. Je restais souvent à la fin du cours. J'étais bien à l'école. Quand mes autres camarades de classe, ils étaient là, demain on n'a pas cours. Moi... Ah, il y a une chose qui m'a beaucoup marquée. Maman voulait absolument que j'apprenne à faire de la couture. Parce que elle était couturière quand elle était jeune. Alors, mais j'aimais pas la couture, j'avais horreur de ça. Je me souviens avoir pris des tranlées parce que j'arrivais pas à couper et à faire une petite robe. Quand je prenais un livre, je lisais parce qu'il fallait lire... par exemple le château de ma mère de Pagnol. Ma mère me voyait, mais qu'est-ce que tu fais? Ma maman, je lis, mais tu crois que t'as que ça à faire? Mais il y a le ménage, mais il y a ci, mais il y a les gâteaux de l'Aïd à préparer, il y a ci, voilà, faut que je t'apprenne. Elle m'a appris à faire le pain, elle m'a appris à faire tous les grands plats de base algérienne, quoi. Tout ce qu'elle a appris, enfin, elle a voulu me le transmettre. Et qu'est-ce que je faisais? Je lisais dans les toilettes. On n'avait pas d'eau à la maison, on n'avait pas de douche, il fallait condamner une chambre pour se doucher, faire chauffer l'eau dans la cuisinière à charbon, il fallait s'y prendre le matin pour faire chauffer pour tout le monde. On mangeait à notre faim, on mangeait quoi? Du couscous, des trucs bien costauds, c'est pour ça qu'on est tous, qu'on a gardé encore des rondeurs. Il n'y avait que mon père qui travaillait. Et on n'avait pas tout ce qu'on voulait, on n'avait pas de belles chaussures, on n'avait pas de beaux vêtements, tout ça, mais on était heureux. Dès que je suis sorti d'Orly, le premier Français que j'ai rencontré, je lui ai dit, excusez-moi monsieur, vous savez pas où je peux trouver une boîte de nuit? C'est normal, hein, 40 ans de frustration. Et je ne vous comptabilise pas les frustrations ataviques.
ataviques de mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Il m'a dit, il y a une boîte de nuit juste au bout de la rue. J'y suis allé, je suis rentré dans la boîte de nuit. Aïe, maï, 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 maï. C'était extraordinaire, jamais j'ai vu ça de ma vie, jamais j'aurais pu imaginer ça. À un moment donné, je me suis rapproché d'un endroit, et qu'est-ce que je vois? Une carte de résidence aux yeux bleus. Pardon, une fille aux yeux bleus, je voulais dire. Excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Avant de l'aborder, je me suis caché derrière une colonne en marbre et je l'ai gabré. La gabration, pour ceux qui ne parlent pas l'arabe, c'est à peu près. Hein. À peu près, c'est la captation avec les yeux. C'est Internet. www, tu me plais, c'est Babel Web. Et oui, c'est normal, parce que ces choses-là, chez nous en Algérie, l'amour, les femmes, on n'en parle jamais. C'est la chouma, c'est la pudeur, c'est même dangereux de parler de ça. Ce qui fait que tout ce qu'on ne dit pas là, ça sort là. C'est pour ça que nous sommes très bavards des yeux. Et après, j'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai invitée à danser, elle a accepté et on a attaqué un slow. Un slow algérien. On a dansé un bon moment tous les deux comme ça. Et tout d'un coup elle m'a dit, tu es d'où? Je lui ai dit oui, je sais. Je veux dire, tu viens d'où? Tu viens de quel pays? Pourquoi? Tu veux gâcher la soirée? Ce passage-là est peut-être un des passages clés de tout mon spectacle. Pourquoi? Parce qu'il parle d'une image, de la peur. De la peur de se dire. C'est tout le complexe des gens de chez nous, du Maghreb, je pense, est révélé dans cette scène. Il y a 3 milliards de pays dans le monde et moi, le bon Dieu, il m'a planté juste là. Je suis algérien. Algérien. C'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Algérien. Elle a fondu dans mes bras. J'ai essayé de la rattraper, j'arrivais pas. Je l'ai coulée. Cette scène m'a été inspirée par une histoire vraie. C'est un jeune homme venu d'Algérie, que je connaissais, qui a 24 ans, 25 ans. Il a rencontré une fille, là, dans le sud de la France. Et un jour, il m'a dit, voilà, il faut que tu m'aides, toi tu es grand, tu peux peut-être me conseiller et tout ça. J'ai fait une connerie, j'aimerais bien la rattraper et tout. Je lui ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, voilà, c'est que ça fait 3 ans qu'on se connaît. Et je lui avais dit au début, que j'étais un Polonais. Que j'étais Polonais. Je lui ai dit, mais pourquoi t'as dit ça? Il m'a dit, bah, t'es fou, toi. Il m'a dit, si je lui dis je suis algérien, il va me jeter tout de suite, sa famille va me refuser, elle va pas sortir avec moi, et tout. Et comme lui, il a un teint un peu européen, il m'a dit, donc je lui ai dit, j'étais polonais. Donc cette histoire m'a terrifié, parce que j'en sais quelque chose aussi là-dessus. Pendant 130 ans de colonialisme, on nous a donné une image. On nous a donné une image, on nous a plaqué une image de l'arabe, enfin de l'algérien, vil, voleur, assassin, traître, et qui fomente toujours des trahisons. Je crois qu'au bout d'un moment, on s'est accaparé cette image nous-mêmes. Dans l'inconscient, dans le subconscient, il y a toujours cette peur de se dire, en France, ici, les gens d'origine de chez moi ont peur de leur propre image, ont peur de ce que les Français vont penser d'eux. Et parfois, quand on veut exprimer ça, quand on veut lutter contre cette image qui est finalement une espèce de complexe d'infériorité qu'on nous a donné, et parfois peut-être on le fait un peu trop fort. Peut-être on le fait un peu violemment, ou même très très violemment, parce que
l'image de dévalorisation est tellement puissante que pour s'en sortir, eh ben, on provoque une autre violence qui est une identité exacerbée. Peut-être on en fait trop après quand on veut exister en tant qu'Algérien. Moi, j'ai vécu toujours dans le milieu, la petite Kabylie, là, dans les stacks. Donc la mentalité, tout est là-dedans. C'est une mentalité comme là-bas, comme au bled. Hein. Arrête. Non. Et donc, quand je suis tombée enceinte de la petite, mon mari, bon, moi j'ai dit c'était une fille, on l'appelle Farah. Ah, il m'a dit non, moi je veux pas, ça me plaît pas, nanana. Alors je dis comment tu veux qu'on l'appelle? Il m'a dit Mélanie. Ouah, horreur. Je dis quoi? Tu vas m'appeler Mélanie? Alors j'ai vu ma mère et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Ma mère m'a dit c'est ton mari, c'est commande. Il est encore avec sa mentalité, c'est le mari, nanani. Alors moi je baratinais tout le temps mon mari, je disais appelle la Farah et tout. Non, je ne veux pas l'appeler Farah, on va l'appeler Mélanie. Et le jour aussi qu'il a été, donc le jour où j'ai accouché, il a été là déclaré, il l'a appelé Mélanie. Maman, Nazari l'appelle Nini, moi Hakim. Voilà, et lui, je t'ai dit, on l'appelle Hakim. Parce que lui, il s'appelle Joachim. Alors, moi, je voulais qu'il l'appelle Mehdi. Il m'a dit non, 14 heures, non. Et puis finalement, quand j'ai accouché, il l'a appelé quand même Joachim, comme il a voulu. Et un deuxième prénom, mais Mehdi. Mais en fait, puis nous, à la maison, on l'appelle Hakim. Jo, Hakim. Non, maman. Et en Algérie, tout le monde l'appelait Hakim. Mais Mélanie, tu te rappelles comment tu devais t'appeler, toi? Comment? Farah. Et alors, qu'est-ce que tu préfères? Stéphane. Mélanie. On a beau dire, on a beau faire, quoi. Celui qui fait encore, par exemple, maintenant, qui fait un petit, qui commence à l'appeler Mohamed ou Salah, ou... je pense que dans 20 ans, quand il sera confronté au monde de l'emploi, il va s'en prendre quelques gifles, hein, c'est sûr. Hein. En plus qu'il aura la pommade, bon, il aura quand même un prénom à consonance du Maghreb. Automatiquement, pour certaines boîtes, il y aura encore des barrages, c'est sûr. Hein. Donc, ça le subira tout le temps, hein, certain. Et maintenant, je vais vous raconter l'histoire autobiographique d'un copain. Mon copain s'appelait Mohamed, comme moi, comme l'autre copain aussi. De toute façon, on s'appelle tous Mohamed. Et bientôt, vous aussi. Mais Mohamed n'en pouvait plus, il voulait quitter le pays, partir ailleurs, n'importe où, mais plus jamais l'Algérie. Les problèmes de chômage, il n'a jamais travaillé de sa vie. Les problèmes de logement, ils sont 25 à la maison dans un 2 pièces. Alors lui, il traîne jour et nuit dehors, il habite dans ses vêtements. Il avait un F1. L'ennui, la misère, la violence. Mais surtout, les problèmes les plus douloureux, les plus insupportables, les plus terribles, c'est les problèmes... C'est les problèmes... Eh ben, c'est les choses pour lesquelles je me bats depuis des années. C'est le grand problème de nos sociétés. Il y a Mohamed Freud, il en a parlé beaucoup. Je crois que ça se dit les problèmes textuels, non? D'ailleurs, je ne pouvais même pas vérifier dans le dictionnaire pour vous dire ces mots-là, comment ils se disent vraiment en français. Parce que les dictionnaires français, quand ils rentrent chez nous au pays, à la douane, ils arrachent toutes les pages où ces mots-là sont écrits. Ils ont castré même le dictionnaire. Ils arrachent même les planches anatomiques. Vous savez, du corps humain, là. Même ça, pour la science. Même ça. Là, arrache-moi ça, jette-moi ça. Ces Français n'ont pas honte. Hein. Wallah, ils n'ont pas honte. Ça ne leur suffit pas qu'ils soient nus, ils lui enlèvent même la peau pour voir derrière s'il n'y a pas un supplément, haja, tu vois. Même le squelette, le dessin du squelette, la photo du squelette dans le dictionnaire, ils l'enlèvent. Là, arrache-moi ça. On ne sait jamais. Les Algériens, déjà, ils ont beaucoup d'imagination. Ah, bah, tu as vu le squelette de Kiamo? C'est une bombe à la Ziziaho. Je suis sûr, c'est une squelette suédoise à Dekia. Dans le monde entier, les hommes et les femmes, ils sont ensemble. Ils travaillent ensemble, ils respirent ensemble, ils créent ensemble. Roméo et Juliette, il n'y a que nous, Wallo. Alors, ben là, c'est la scène d'identité de tout à l'heure. Elle était très, très importante au niveau de l'image de nous-mêmes.
Mais là, je crois que c'est le socle de tout le spectacle. C'est toute la... Au niveau de ma chair, au niveau de mes nerfs, de toute mon âme, je sens cela comme une amputation. Comme une amputation terrible, c'est-à-dire c'est séparer deux univers. C'est comme si dans cette mer-là qui est ici, on prenait les poissons et puis on mettait les poissons femelles d'un côté, de l'autre côté du bassin, et les poissons mâles de l'autre côté. Je crois que même les poissons ne tiendraient pas. Quand elle a rencontré mon beau-père, qui s'appelle Mohamed, Karafi Mohamed, là j'ai vu ma mère devenir heureuse parce qu'il avait ce contact-là. Lui, il est venu en France dans les années 60, il est venu très jeune, il allait au concert, etc. Donc il lui a vraiment donné de l'importance, il lui faisait des petits cadeaux, ils avaient mis de la moquette sur leur chambre à coucher et je crois que là, c'était là où j'ai vraiment commencé à vivre. Puis après, il y a eu l'adolescence. Alors jusque-là, tout allait bien. Et vers 12 ans, 13 ans, ma mère devenait plus sévère. Je comprenais pas. Pourquoi est-ce que je ne sors plus avec mes copines, jouer dehors? Pourquoi ci, pourquoi ça? Pourquoi maman était plus méchante avec moi? Mais tu dois t'attacher les cheveux. Mais pourquoi? Comme ça, quand tu vas te marier, tu auras des beaux cheveux. On te mettra un beau chignon avec une belle robe de mariée. Je reviens toujours sur le problème des femmes et des hommes, sur le problème des frustrations, sur le manque, sur la blessure interne, sur cette oppression qu'on a de l'absence de la femme. C'est la souffrance de l'absence de l'autre, et vu des deux côtés. Aujourd'hui, maman, mais tu sais, je suis sortie avec des Français. Mais je crois qu'elle le savait quelque part, mais il fallait surtout pas le dire, il fallait surtout pas que ça se sache, etc. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle était dure à un moment donné avec moi, parce que peut-être qu'elle pensait que je commençais à m'émanciper trop, donc elle avait peur que je ne traîne pas ce bagage culturel là. Il y a des raisons, on les connaît, il y a des raisons historiques, il y a des raisons religieuses, il y a des raisons de tradition dans la Méditerranée, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes en retard, nous. C'est-à-dire que moi, chez moi, étant donné que j'étais la fille aînée, on me disait, c'est comme si mon destin était prédit, quoi. La fille, on n'y compte pas trop hein, dans les familles maghrébines, parce qu'on se dit, bon, elle va se marier, elle va aller avec son mari, on comptait plutôt sur le frère. Je lui ai dit, n'aie pas peur, tu ne seras plus jamais seul dans la vie sur cette terre. Je suis ton prince charmant. Ton chamelier ardent. Je suis venu de Bab el Oued sur mon chameau, je vais t'emmener chez moi en Algérie, je vais t'épouser, je vais te mettre un hijab, je te mets chez ma mère et... Moi, j'ai relevé tout ça, en fait, tous des trucs d'enfance qui me sont revenus. Voilà, je suis indépendante, j'ai mon restaurant, je me suffis à moi-même. Je rigole parce que c'est la première fois qu'il m'aide. Ouais, là c'est fini. Il est moderne. Non, je t'ai Qu'est-ce qu'il m'aide? passer les machines. Ouais, c'est tout. On n'a pas eu la même éducation. Non, pas du tout. Moi, j'ai Nous, été on est pas élevée nos dans parents. une famille très religieuse, donc des musulmans. Donc il y avait beaucoup d'interdits par rapport à comment il a été élevé. On a un quartier libre, on faisait comme on voulait. Pas de contraintes sur la religion, pas de contraintes. Donc en fin de compte, on n'a rien à voir. On ne vivait pas d'un fief comme eux à l'Estac. Qu'est-ce qu'on fait à ça? Ça n'a rien à voir. Non, mais je te dis, eux ils étaient beaucoup entre Kabyles, tout ça, donc Ouais, automatiquement, tu as tout le temps le regard de l'autre, pas un coup fin, ça conditionne. Nous, on n'a pas vécu dans ce créneau-là. Quand j'aurais mérité des coups de pied au cul, mais je n'en ai pas eu. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure de l'école, tout ça. Il la mérite encore. Non, les garçons, ils font ce qu'ils veulent. Quoi. Les conneries, c'est pareil, on les excuse. Les filles, boum, même quand elles arrivent, elles pas des gifles. Pas vrai? Moi, tout ce que j'ai morflé quand j'étais jeune, mon frère il arrivait, il disait, ma mère disait, massacre là. Il me frappait, il ne savait même pas pourquoi. Tout ça parce que le voisin, il a dit qu'il m'a vu, que j'ai plaqué l'école, que j'étais... Il m'a vu en train de balader en ville. Mais dans ton cas, toi, tu vois, ça a été bénéfique. Hein. Oh, oh, oh. Oh là là. Oh, oh.
je reconnaissais au fond de moi que ma mère avait fait des sacrifices pour moi. Et donc, quelque part, je me sentais aussi dans l'obligation de me sacrifier aussi, quelque part, pour elle. Donc, elle me culpabilisait, en fait. Mais si demain, tu ne te maries pas avec les honneurs, c'est moi qu'on va insulter, etc. Si demain, tu n'es pas vierge à ton mariage, tu ne vas pas sortir ton drap blanc, on va dire que tu es une fille des rues, etc. Et bon, et c'était très grave pour moi, ça. Est-ce que tu étais vierge à ton mariage? Oui. Et Mais j'ai même fait des sorties à chaque fois que je sortais, que je rentrais un peu tard. Le lendemain, j'avais droit au gynécologue. Bon, qui rassurait maman, non. Il m'aime intact, pas de problème. Voilà. Et puis, il y a un truc par rapport à ça. Quand je me suis mariée, ma mère m'a emmenée dans un super magasin de robes de mariée et elle a dit à la vendeuse, je veux la plus belle et la plus chère. C'est maman qui disait ça, enfin, et voilà, et j'ai eu la plus belle et mon voile faisait 10 mètres. Tout le monde était content. Enfin, pour moi, c'était comme, je lui devais ça. Même au détriment de mes aspirations personnelles, je lui devais ça. Mais pour moi, j'avais le temps de me rattraper. Je me rattrape aujourd'hui avec ma fille, par exemple, là, où je vais plutôt lui... où je serai plutôt moi et elle. Moi et elle pour tout et surtout. Ça a évolué depuis nous. Ouais, ça y est, maintenant... La femme, elle a plus grande de gueule que le mec, quand elle est à la maison. Il y avait un peu de... Hein, on se venge. Ouais, il y en a un peu encore, quoi. Ah, chez ma soeur, les garçons, c'est les machos, hein. C'est vrai. Elle va travailler, elle revient, la table du petit déjeuner, elle est encore là, hein. Il n'y a personne qui débarrasse. Moi, je ne tiens pas, mais quand même, il faut que le garçon, il soit quand même... il comprenne bien qu'il y a un écart avec la femme, parce que... Ouais, toi, si on t'écoute, toi, c'est toi qui as les pantalons qui fait la loi à la maison, quoi. Et oui. Oh, donc, on règle de compte ou quoi? Non, c'est pas un règlement de compte. C'est une situation pour tout le monde, ça. Il n'y a pas de Maghreb ou pas Maghreb. Tout le monde est pareil. Elle a été éduquée comme ça et... Toi, tu dis que tu as été éduqué comme ça, pourtant tu n'as pas fait comme ça avec moi. Ah non, non, mais parce que... Quoi? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Moi, je m'attendais que le soir, elle me lave les pieds, tout ça. Hop, je sais pas pour qui? Pour Aladdin ou quoi? On nous a toujours montré que toujours mettre l'homme en supérieur. Alors, est-ce que c'était pour mettre en confiance l'homme de ses faiblesses? Je l'ai compris ça aussi plus tard. Et par exemple, quand je me suis mariée, mon premier mari, je n'étais pas mariée avec lui, il m'achetait mon paquet de cigarettes. Mais une fois que j'étais mariée avec lui, je veux plus que tu fumes. Ah bon? Ben non, il n'en est pas question. Je comprenais pas. Pourquoi est-ce que ça avait changé le fait que j'avais mis une robe de mariée, le fait qu'on était passé devant un taleb, un prêtre, pourquoi est-ce qu'il voulait me l'interdire? Ah mais maintenant tu comprends, tu es ma femme. Un jour, Mohamed et la Suissesse ont décidé de se marier. La fille, elle est partie voir son papa pour lui annoncer la nouvelle. Elle lui dit, oh papa, tu sais, j'ai rencontré un garçon magnifique et je l'aime, papa. Oh, si tu vois papa comme il est beau, tu sais, on va se marier, je vais l'épouser. Et son papa lui a dit, ben c'est bien ma fille, c'est bien. Et comment s'appelle l'hurluberlu? Je veux dire l'heureux, excuse-moi. Oh papa, tu sais, il a un joli nom. Il s'appelle Mouh. Il s'appelle Mouh. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Et ils lui ont enlevé le H là qui s'est accroché ici. Ah tiens, j'ai trouvé un plan et un truc. Ça c'est donc la lettre H, tu vois. Ça ressemble à un hameçon. Voilà, c'est exactement comme ça, mais dans ce sens. Hein. Voilà, ça c'est le H. Voilà, le H. Et quand tu veux mettre un J, par exemple, tu mets un point en dessous. Là donc c'est le H. Donc Moha. Moha. Le H, le H, il s'accroche ici. Alors le chirurgien, il l'a déhahifié. Elle est revenue à la maison, il s'appelle Mohamed. Donc la fille, elle a été déhahifiée. Tu vois ce que je veux dire? Déshameçonnée. D'ailleurs, hameçon s'écrit avec un H aussi. C'est un hameçon. Aussi. Et la honte, ça se dit comment? Hein? La honte, c'est la hchouma. Ou la hchma. La hchouma. Hchouma. Hachma, c'est la honte. Tu vois bien qu'il n'y a pas eu de honte. Moi, quand je l'ai rencontré, j'étais choquée par beaucoup de choses. Hein. Mais bon, après... C'était trop bien. Oui, bien sûr. Parce que moi, je ne comprenais pas un Algérien
Non, pas algérien, un français. Un français algérien, quand même, tu as tes origines. Un français d'origine algérienne, bien sûr. Il vivait vraiment à la française et tout, j'arrivais pas à le comprendre. Et je me gênais, tiens. Non, mais attends, laisse-moi parler, oh là là. Puis moi, j'arrivais pas à le comprendre, parce que à l'Estac, on vivait tous vraiment comme au bled. Hein. Puis quand j'ai rencontré Omar, qu'est-ce que c'est? Quand il arrivait, par exemple, quand il venait me chercher le soir, quand on avait qu'une voiture et qu'il venait me chercher le soir chez mes parents, il me faisait un bisou devant mes parents. Je dis, oh malheureux, ne me fais plus jamais ça et tout. Pour moi, c'était... C'est pour ça qu'ils vont tout le temps rester en retard, tant qu'ils ne brisent pas tous ces petits tabous déjà. C'est simple à comprendre. Pour moi, c'est la hachma. Tu venais, moi, je ne même pas, ma foi. Ils n'avaient pas l'habitude de ça, même mes frères, ils ne le font pas, ça. Peut-être qu'ils ont mis dans l'affaire, ils ne le font pas parce qu'ils ont honte, peut-être, une fois. Pour moi, quelque part, je ne pouvais pas lui dire « Attends, maman, là, tu arrives en France, tu oublies tout ce que tu as connu, etc. Maintenant, c'est comme ça, les filles sont libres. Voilà, j'ai ma copine Nadine qui, elle, sort avec des garçons. Donc moi, tu dois me laisser sortir avec des garçons. » Parfois, si tu réfléchis bien au problème, hein, les parents, quand même. Ils se sont bien moissés, ils ont bien conçu les petits, non? Les parents viennent du bled, les pauvres, ils... Il y a quoi? Oui, d'accord. Mais moi, j'y pense même pas à ça. C'est toi qui... pensais... C'est sûr qu'ils n'ont pas fait des enfants. Ma mère, c'était pas Sainte Vierge, ça, c'est sûr. Mais... La censure, elle a fait un ravage dans notre télévision algérienne unique et nationale. Il y a 3 formes de censure, il y a la censure politique, la censure morale et l'autocensure. Donc je dis, l'autocensure, c'est privé, on n'en parle pas. La censure politique, c'est très simple. À chaque fois qu'il y a des événements politiques graves dans le pays, à la télévision, on nous passe des documentaires sur les animaux. Mais comme ils sont malins, ils sont intelligents, ils ont fini par décoder les animaux. Je me souviens, à la fin des années 70, on nous a passé un jour un documentaire sur un troupeau d'éléphants qui broutait de l'herbe dans la brousse. Un des éléphants se détache du troupeau et s'en va vers le cimetière des éléphants. Il s'affaisse et il meurt le lendemain dans les rues d'Alger. Vous me tienez moi. Je l'ai vu aux informations, le bar. Mais la censure qui a fait le plus de ravages, c'est la censure morale. Et la principale victime de la censure morale, c'est les baisers dans les films. Ce qui fait que nous, chaque fois qu'on voit un film à la télé, dès qu'un acteur et une actrice se rapprochent l'un vers l'autre pour s'embrasser, dès qu'ils arrivent là... Comme ils coupent le baiser, les acteurs ils font ping, et ça fausse complètement la compréhension du film. Après, nous, on ne comprend plus rien. On se dit, qu'est-ce qui se passe? L'acteur, il a mangé une merguez pourrite. C'est comme Dallas. Dallas, 800 épisodes. Il est passé dans le monde entier. Et bien chez nous, comme ils ont coupé tous les baisers, toutes les scènes de rencontre entre les hommes et les femmes à la piscine, les femmes en petite tenue, etc., etc., et bien les acteurs de Dallas en Algérie, ils font que travailler. Par exemple, vous voyez JR. JR, c'est le héros de la série. Il travaille, il est au bureau, tout va bien. À 6 h le soir, à 6 h, il a rendez-vous avec Sue Ellen, sa compagne. À 6 h moins quart, il se lève, il met sa veste, tout heureux, il va rejoindre Sue Ellen, et hop, il revient au travail. Il n'y a que la couleur de sa veste qui change. Il fait comme ça, elle est verte, et il revient, elle est rouge. Et dans les familles, comment ça se passe? Dans les familles, généralement, c'est le week-end que toute la famille voit le film ensemble. La vengeance dans le désert. John Wayne et Rita Hayworth. Le générique s'en va. Le film commence dans le désert. On voit les dunes, le soleil qui plombe les dunes. On voit la réverbération de la chaleur. Tout d'un coup, un petit cavalier apparaît de loin. Là-bas, dans la dernière dune, tout petit. On le reconnaît, c'est John Wayne. Il arrive, il s'approche, il descend de cheval.
Ça, c'est une phrase en kabyle qui veut dire va boire de l'eau là-bas. La caméra se retourne, panoramique, de l'autre côté, une autre dune. Au fond, là-bas, un second cavalier apparaît tout petit et il s'approche. Tic, 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 Il arrive. Et plus le cavalier s'approche, plus le silence national s'installe dans tout le pays. Kisk. Une femme. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire une femme dans le désert Nadine? Et toi, tu n'as pas une famille, tu n'as pas les enfants, tu donnes le biberon, tu laves un peu. Au lieu de traîner dans le sable, gratuitement. Et en plus de ça, il y a John Wayne qui est derrière la roche, il va t'attraper, il va t'enlever ta mère. Ah ouais. C'est un film fatigué, celui-là. Ça, c'est un film fatigué, c'est une expression algéroise quand quelque chose n'a pas de sève ou de machin, on dit oh, fatigué. C'est pas. Donc, et là, il a vu ça, il se retourne vers la grand-mère, la maman. Ah, elle a la vieille. C'est le moment d'aller réchauffer le thé. Allez les filles, les femmes, accompagnez-la. Elle a besoin d'aide. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est ça, vous la réchauffez jusqu'à ce qu'il soit froid. Et vous le buvez là-bas. C'est vrai. Moi, je sais que même là, quand je vais chez mes parents qui a un film à la télé, tout ça, on ne regarde pas le film, hein, parce qu'il y a toujours une scène où le gars, hein, où on l'éteint. Hein. Au mars, au début, ça le choquait, hein, c'est choqué avant. Parce qu'on éteignait à la télé, ou on changeait de chaîne et tout. Ah, pourquoi tu changes de chaîne? Ah, tais-toi! Oh, malheureux. John Wayne sourit. Nelita Hayworth sourit. Et toute l'Algérie ne sourit plus. D'ailleurs, là, en Algérie, on coupe. Hein. On coupe les baisers, on coupe les scènes où il y a de nus, etc. Donc ça fait une saute comme ça. Bon, ça fait une saute. C'est moins grave. Mais en Tunisie, par exemple, ils mettent un bleu. Ils mettent du bleu. Ils mettent du bleu et ça dure tout le temps de la scène où les acteurs s'embrassent ou ils sont dans le lit. Donc les gens, ils sont là à attendre. Il y a le suspense. Les mecs, ils disent oh purée, ça se termine pas, ça se finit pas ce truc ou quoi? Ils imaginent en plus, c'est sur le fond. C'est comme si on disait aux gars allez-y, c'est interdit, on vous coupe les images, mais à vous de mettre les vôtres là-dedans. Vous avez 30 secondes, vous avez 1 minute pour inventer les scènes d'amour que vous avez envie, vous-même. Et là, ça devient encore plus grave. Moi, pareil, j'ai jamais rien dit là-dessus, jamais. Mais t'es pareil, toi, il me dit. Eh bien, la preuve, quand j'allume la télé, il y a un film X, ça m'intéresse, je regarde. S'il y a un film devant ta mère. Mais ma mère, alors, pourquoi tu veux que l'on regarde la télé, ma mère? Ma mère, c'est elle qui va changer de pièce. Je lui dis, oh, moi, je regarde la télé. Si ça ne convient pas, je change de pièce. Voilà. Hein. Oui, j'irai pas chez elle mettre un film X, sûrement. C'est un correct film. Non? Moi, je suis pas d'accord, c'est tout. Hein. Moi, c'est clair, hein. Ça a toujours été comme ça et ça restera comme ça. Hein. Au contraire, bon, moi, maintenant, avec les ça, enfants, on regarde la télé, on regarde les bisous, pas les bisous, les machins. Mais c'est moi, avec mes parents, non, jamais. Ouais, mais alors attends, comment tu fais après pour expliquer aux enfants, comment tu vas les épanouir pour leur expliquer les choses sexuelles de la vie et compagnie? Quoi, mais pareil, ils m'ont jamais dit, quand on embrasse un garçon, il faut faire ci, il faut faire ça, ou attention à ci, ou attention à ça. Jamais, non, on n'en a jamais parlé. Comment vous faites pour apprendre? L'acteur s'avance, l'actrice s'avance, et dès qu'ils arrivent face à face, prêts à s'embrasser, à ce moment-là, dans tout le pays, on entend le bruit de 15 millions de gifles à la fois. Pah! Faya, va faire tes devoirs, toi, Nal, ou elle dit. Mais tu ne travailles pas en ce moment, hein? Tu ne travailles pas, j'ai remarqué. C'est pas la route. Et pourtant, c'est comme ça. Je vois aussi bien dans la rue. Dans la rue, ça peut mettre un drap sur les gens quand ils s'embrassent. C'est ma foi. Ça, je te dis pas, moi, mes gosses, je m'en fous qu'ils regardent ça. Eh bien alors. Mais oui, comme ça, ils l'auront vu. Mais moi, je ne peux pas le regarder devant mon père et ma mère, hein, c'est simple. Oh. C'est dommage. Tu perds rien, tu gagnes rien. Hein. Parce que tu ne regardes pas un couple qui s'embrasse, que tu as perdu quelque chose. Hein. Donc à partir de là, c'est toute l'histoire de la censure algérienne qui est là-dedans. Et moi je l'ai vécu sous forme de souffrance, sous forme de gêne. Pourquoi? Parce que la censure, tout de suite, c'est comme si on pointait du doigt sur quelque chose d'interdit,
sur quelque chose de attention, ça on ne doit pas le voir, on ne doit pas le regarder, c'est pas bon parce que ceci, parce que cela, la famille, la morale, la religion, etc., la tradition. C'est comme mettre une bouteille de pinard sur la table. Je l'ai jamais fait. Moi, mon frère, Moi, je il comprends ne pas. fume jamais devant mon père. Voilà, ou fumer, ou Fumer devant mon père. boire il un fume canon, pas. enfin. Ou alors encore moins. Moi, je vois ma mère, elle a son verre hein, à la maison, elle boit que dans son verre. Eh ben, Parce qu'elle dit, vous buvez. Enfin, moi, je bois pas, mais par exemple, les beaux-fils, ils boivent, les fils, ils boivent. en cachette. En cachette, ouais. Dans le verre sous la table, Mais ça quoi. fait rien. Elle, du moment qu'il a posé ses lèvres sur le verre, pour elle, il a bu. Hein. Et alors? Ah, ben voilà. Ben, Et il est où le comme ça. problème? Qui a bu boire, hein? Oui. Ah, finit par tolérer qu'il y ait du saucisson dans la frigo. Mais je ne l'achète pas, il faut dire ce qu'il est. Ouais, déjà acheté. Alors moi je me bats pour que les petits ne la mangent pas. Et lui dès que je le dos tourné, hop, Non, il leur en donne. moi je leur donne devant toi. C'est toi qui leur fais les gros yeux ou tu leur as fait le lavage de cerveau. Ouais, C'est ben, pas je pareil. fais la vache ça. Voilà. Moi, Mais jamais mangé de frigo, c'est pas eux qui vont. Mais moi je les empoisonne pas, je leur donne quelque chose qui est bon pour eux. Ouais, ben. En plus c'est vrai, il y a du saucisson cachère et tout. Vraiment, Ça n'a pas de goût. ça, c'est toi qui dis qu'il n'y a pas de goût. Moi je trouve qu'il y a du goût. Bon, mais ça n'a pas de goût. Parce que toi tu as l'habitude du saucisson, Moi, du ça, porc. moi j'aime bon cru, ma foi. Et l'eau. C'est excellent. Hein. Pourquoi manger une chose caoutchouteuse qui n'a pas de goût? Ah, caoutchouc. Ouais, ça fait partie des bonnes choses de la vie, ça. Il faut encore inculquer à tous les enfants des Maghrébins. Hein. Il faut Et ça c'est encore un truc qui m'a choqué. qui dépasse le cap, là, parce que... Pourtant, je ne suis pas une intégriste. Hein. Je veux dire, je ne fais pas de prière, je fais juste le ramadan. Mais ça, je ne supporte pas parce que c'est... Tu n'es pas tolérante. Je suis tolérante Tu es raciste. envers le cochon. Et voilà. Attention, hop, 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 t'étouches tout. Mais ça, t'étouches pas. Parce que si tu dois aller à l'enfer, il y a longtemps que tu vas, tu as déjà ta place. Hein. Je t'entraînerai avec moi. Tu ne manges pas de jambon de machin. Il faut faire tout le reste aussi. Hein. Et c'est un peu compliqué, je pense. Hein. Non, faire la prière, je sais que je suis pas encore prête. Tu vas faire à 95 ans. Et... Pour moi, je suis pas encore prête à me laver 5 fois par jour. Ouais, parce tu meurs que... à 95 ans un jour, à 95 ans, tu commences à faire la Et prière. ben voilà, quand je sais Voilà. que je vais bientôt mourir, ben, je Oui, commence à faire la prière. comme tous les hypocrites, tu sais, à la fin, quand ils sentent qu'ils ont un pied dans la tombe, oh, c'est bon, je fais partie de cette religion. Oui, facile les choses. Il faut payer maintenant, il faut commencer à payer. Quand t'as avec un peu de chance, tu vas tirer avec ton paradis. Ouais, mais risque pas, chacun sa mère, hein, Tu vas épouser pour le meilleur et pour le pire. Ouais, le pire, c'est... Eh ben, le pire, c'est quand tu iras en enfer. L'acteur va embrasser l'actrice. Le type, il dégaine ses ciseaux, stac, stac, il circoncie le film et le film devient halal. Je sors de scène, c'est pour couper donc avec tout ça. Je reviens saluer et tout d'un coup, la note d'espoir. C'est la petite note d'espoir avant que... Je ne vais pas vous lâcher comme ça, c'est public. C'est un faux salut, donc je ne vais pas vous lâcher comme ça. Chez nous, mais depuis que la parabole est arrivée, notre chère chaîne nationale et unique a fait des progrès. Et je dis donc, ben, c'est incroyable, mais vrai. Et ben, il y a quelques jours, j'ai vu un documentaire sur une clinique, une maternité. On nous a montré des bébés tout nus. C'est un bon début, non? C'est magnifique, c'est extraordinaire. Et je termine, vive l'Algérie. Et je jette le chapeau par terre. Vive l'Algérie! Pour que les gens partent avec la note d'espoir et d'amour de mon pays. حضرت لكم على السبكتاكل ديجا Comme elle parlait, c'est vrai. Ouais. الفيلم comme كيما الفيلم بصح. Les mots méchants. Il a dit la vérité. Vérité, oui. C'est exactement ça. Pour les gens, pour Boumedienne, pour le télé, pour le parabole. C'est vrai. Les gens qui sont morts Boumedienne, moi je suis Sidi Bel Abbas. Les gens ils le disaient doucement comme ça. Oui, Boumedienne est mort, oui. C'est fort de rigoler sur ça, c'est grave. C'est grave, mais on en rigole. Il parle de choses... il a réussi à nous faire rire avec ça, avec Ouais, c'est dramatique. C'est réel, il y a tout de réel. J'ai plus de voix, je t'assure, j'étais au fond.
J'ai fait you-you. Ouais, j'ai fait le you-you. C'est pour ça qu'elle a mal à la gorge. Spectacle formidable. Voilà, c'est pour Félag. Et la thérapie est terminée.